Bonsoir et bienvenue sur les ondes de radio ici et maintenant. J'espère que vous allez bien. C'est le dernier mardi du mois et on se retrouve pour l'émission Voyage dans les échos avec le docteur Daniel Lichtenstein. Alors dans cette émission spéciale, nous allons aborder, en tout cas c'est surtout Daniel qui abordera un sujet assez intéressant en lien avec tous ceux qui volent, des avions majestueux aux oiseaux gracieux. Peut-être qu'on aura l'occasion de passer par les insectes minuscules et les engins spatiaux impressionnants. Ce sera à Daniel de nous dire ce qu'il a envisagé d'aborder comme thématique ce soir sur radio ici et maintenant, en lien avec les engins volants et même pourquoi pas donc les êtres qui volent. Daniel, bienvenue dans ton émission. Quelle belle introduction. Alors bonjour Morgane et bonjour à toutes les oreilles qui nous entendent. C'est un plaisir accru de venir ici. Je commence à être dans la routine et le plaisir de justement pouvoir parler de choses un petit peu planantes comme aujourd'hui. Voilà, ça veut dire qu'on est déjà bien installé. Et donc parler de tout ce qui vole, c'est quelque chose qui va sûrement parler à tout le monde. Vu mon activité, voler, c'est quelque chose qui est pratiquement naturel parce que entre les missions aériennes et les invitations au congrès, j'ai pris grosso modo un peu plus de 2000 vols, ce qui fait pas mal. Et ça m'a permis donc d'être à l'aise dans un monde voilà, dont je vais dire quelques mots. En commençant par les vols civils, c'est-à-dire donc les Airbus, les Boeing, D'accord. Donc la grosse cavalerie. Donc on va commencer à parler d'abord des choses qui volent, mais pas, qui ont été créées par l'humain. Manufacturées, voilà, et dotées de moteurs. D'accord. Dans l'axe. Merci pour la précision. Ah oui, mais c'est vrai qu'on pourrait détailler les choses d'une façon très structurée. Et donc, une partie de ma vie, c'est de partir à l'aéroport, donc international, commercial, et d'enregistrer pour un vol, soit en partant d'abord chercher mon matériel médical, soit en partant de chez moi quand c'est des conférences. Et là, donc, on se retrouve dans un avion, on est attaché. J'ai l'habitude de monter en tout dernier, ça c'est ma marque de fabrique. Et si je vois que ma place n'est pas exactement ce que j'aurais voulu, et si je vois que le vol n'est pas plein, je demande gentiment à l'équipage, au cabin crew, c'est-à-dire aux hôtesses, aux stewards, est-ce qu'il y aurait moyen de prendre cette place-là qui est à côté de la fenêtre avec personne à côté? Et comme je finis par devenir voyageur très très fréquent, j'ai l'habitude de voyager confortable. C'est un grand bonheur, surtout dans les vols, quand je vais en mission chercher un patient, à l'aller, je suis en classe affaires, c'est pas mal. J'avoue que s'il n'y avait pas des détails comme ça, le métier serait peut-être un peu plus... on verrait plus le côté épuisant qu'agréable. Et donc on se trouve comme ça, en général, souvent un peu avant le décollage, je commence à sentir la fatigue me prendre. Je me mets sur le côté, je m'accoude sur la main, dans une position où l'avant-bras et le bras sont verrouillés, donc la tête tient. Et puis paf, je me réveille au-dessus des nuages. Même pas senti le décollage, ce qui est pourtant assez impressionnant. Le décollage, ça fait peur à beaucoup de gens, notamment, je m'excuse, c'est un truc féminin. Et je sais pourquoi, c'est parce qu'une femme, ça construit la vie, donc ça sent le danger d'une façon immédiate, instinctive, totale. Et c'est vrai que le décollage a quelque chose d'effrayant. Et le décollage, c'est pas grand-chose. Il suffit d'appuyer sur les gaz, il suffit de contrôler un petit peu que tout va bien, qu'il n'y ait pas des boutons qui s'allument. Puis l'avion, il décolle et il va
de la voie, runway, là, le tarmac, il va sur l'infini. C'est-à-dire que s'il est un petit peu à gauche, un peu à droite, ça n'a pas une grosse importance. C'est l'atterrissage qui est la partie sensible. Parce que là, on part de l'infini et on doit viser une zone très limitée. Et c'est là qu'il faut toute son habileté. C'est moins impressionnant, donc les passagers sont en général détendus. Logiquement, il faudrait que ce soit l'inverse. Bon. Alors, après cette parenthèse, mais on y reviendra. Donc, me voilà dans les avions de toutes sortes. Alors, les Boeing 747, les Airbus 340, des avions qui ont disparu aujourd'hui parce que petit à petit, je vois l'évolution de l'aviation qui... Voilà. J'ai voyagé dans des Airbus 380 aussi. Et quand les vols sont très longs, je m'installe dans mon vol. À un moment, je fais un petit peu de footing, c'est-à-dire que je vais rejoindre le galet, je crois que ça s'appelle, c'est-à-dire là où tout à la queue, il y a du personnel avec de quoi nourrir les passagers. Et puis j'y vais, et puis je leur dis comment ça va. Et vu qu'en mission, je suis le seul qui travaille, je suis le seul passager qui fasse le même travail que l'équipe d'Air France ou de tout vol, donc ça nous rend un peu complices. Ensuite, on atterrit, ça c'est la mission commence ou la conférence commence, et donc j'ai une liste d'avions assez impressionnante. Dans les vols de missions aériennes très urgentes ou très lourdes, on part au Bourget, et là je suis toujours avec un ou une infirmière, on est parfois 3, c'est-à-dire une équipe d'un binôme d'infirmiers, et là on prend des avions comme des Beechcraft, des Dassault, Falcon donc, des Falcon, et puis surtout le Piaggio P180. Alors, pour les gens qui nous écoutent et qui ont Internet, un petit tour sur Piaggio P180, c'est pas un avion, c'est une fusée, juste horizontale, avec quelque chose comme 2 places de civière et 2 places ou 4 places pour le personnel soignant, et à l'avant le pilote-copilote. Et cet avion a premièrement une forme de fusée, avec un nez pointu. Et qui a un nez pointu? Les avions de chasse, supersoniques. Celui-là, il vole, c'est le plus rapide des avions à hélice. Il n'est pas très loin de la vitesse des petits Airbus. Et grâce à son nez pointu, grâce au fait qu'il n'ait pas d'ailes, enfin, pas d'ailes, on les voit, mais elles sont vraiment ridicules. Elles n'ont pas de portance. C'est-à-dire, la portance, c'est ce qui fait qu'il y a une résistance à la chute. Et là, elles n'en ont pas. Les ingénieurs italiens ont installé des moustaches à l'avant. Donc, tout le monde sur Internet verra les moustaches à l'avant qui font que ça s'équilibre. Le dos de l'avion est plus arrondi que le ventre. Et ça assure la sustentation, c'est-à-dire que les filets d'air qui passent par-dessus et par-dessous sont plus rapides par-dessus. C'est une vieille loi de l'aviation, et donc ça suspend l'avion, ça l'empêche de tomber. Naturellement, quand ça plane, c'est une des forces qui maintient l'avion en l'air. Jusqu'à une certaine limite, évidemment. Cet avion a des hélices qui sont à l'arrière, et qui propulse donc à l'arrière. Donc tout est atypique, et les pilotes adorent cet avion qui est exigeant. C'est-à-dire qu'il faut vraiment savoir le piloter. Et quand on fait des missions aériennes, on finit par connaître les équipages. Et donc moi je leur dis souvent, faites-vous plaisir. Hein. Ils comprennent tout de suite ce que ça veut dire. Ça veut dire, tant qu'on n'est pas encore avec le passager, donc le patient qu'on va aller chercher, ils peuvent se permettre de faire des virages un petit peu acrobatiques, des montées un petit peu nerveuses, chose qu'on ne ferait pas quand il y a des passagers VIPs qui ne sont pas là pour se faire bousculer.
Ben, moi, c'est mon côté adolescent, donc mon côté foire, les montagnes russes, tout ça. Et donc, on se fait un petit peu plaisir en début de mission, quand on va chercher notre patient. Après, il faut de la plus grande stabilité, évidemment. Alors, avec tous ces vols, il se passait quelque chose de curieux. Là, j'embraye un petit peu sur mon activité, qui n'est pas un métier. Un métier, c'est quand on gagne de l'argent, on fait un métier. Quand on pratique une activité, même qui s'assimile à un métier, mais qui ne rapporte pas de sous, on ne peut plus appeler ça un métier. Appelons ça donc, on pourrait dire une passion, mais c'est aussi le désir de bien faire son travail. Et donc les gens, quand j'ai commencé ces activités de transport aérien, avaient la curiosité, quand ils étaient un peu dans la partie médicale, je veux dire mes passagers qui m'entouraient, ils voyaient 5 scoops. C'est-à-dire qu'ils voyaient quand mon patient avait un petit souci quelconque, je sortais mon échographe, et donc les gens voyaient un médecin sortir un échographe. Alors déjà, de mon temps, un médecin, il ne faisait pas l'échographie, c'était les radiologues ou des cardiologues qui faisaient ça. Mais un médecin clinicien, non, il l'utilisait pas. Deuxièmement, l'échographe tenait dans mon sac à dos, il était petit. Donc déjà, ça c'était étonnant. Ceux qui étaient un peu dans la médecine voyaient que j'utilisais une seule sonde et que je faisais un petit peu le tour du corps avec une seule sonde. Pour les spécialistes, ça va parler. Je posais ma sonde sans honte sur le poumon, qui était un blasphème à l'époque. On ne regardait pas le poumon. J'étais même tombé sur un document de cours de mon université où la radiologue qui faisait le cours disait l'air, c'est... Je me souviens plus de sa phrase. Elle disait l'échographie, c'est top dans l'eau, mais c'est nul dans l'air. Et c'était, je voyais écrit de la main des étudiants, voici la ruse de, je ne dis pas son nom, pour bien montrer qu'il ne faut surtout pas poser sa sonde là où il y a de l'air. Et moi j'ai vécu ça. Je l'ai vu aujourd'hui, ça y est, tout le monde a accepté le principe que les poumons donnaient un signal, mais ça a pris des décennies. Et donc, je mettais ma sonde sur les poumons, vérifier qu'il n'y avait pas un pneumothorax, un œdème pulmonaire, des choses comme ça. Et je sens une présence à mes côtés, je ne sais pas si Marvel est enregistré. Oh, Marvel. Mouah, mouah, mouah. Oh là là. Oh. Ah, c'est beau. Voilà, c'est les aléas du direct quand il y a des animaux, surtout un animal dans le studio. Quel aléa. La bienvenue, Marvel. Alors, je ne vais pas me laisser trop distraire. Et le 5e scoop, c'est que les gens me voyaient faire cette échographie sans gel. Ce gel, cette partie indissociable de l'échographie, qui pour moi était une chose visqueuse, répugnante, et qui en plus, dans mes protocoles où je regarde des points situés partout sur le corps, dans l'extrême urgence, c'est-à-dire l'arrêt cardiaque, là, ce gel me ferait perdre du temps, et j'ai mis au point un produit qui fait que de passer d'une région à une autre me fait perdre 1 seconde. Et j'ai un protocole qui gère l'arrêt cardiaque, qui, pour un œil non avisé, apparaîtrait hectique et indirect, parce que je regarde surtout pas le cœur, enfin, je regarderai à la fin, alors que mes collègues qui commencent à utiliser l'échographie cardiaque, enfin, je recommence, mes collègues qui commencent tout doucement à utiliser l'échographie en cas d'arrêt cardiaque, regardent le cœur et que le cœur. Moi, je le regarde, mais en position numéro 5. Donc, bon, il suffira de 2 ou 3 décennies pour que la communauté s'habitue. Ce que je fais est parfaitement réfléchi et j'en réponds. Donc, pas de gel, mais un produit de ma composition que je vais, si possible avant ma mort, arriver à commercialiser pour que ça rentre, pour vivre d'une façon un petit peu confortable sur mes derniers jours.
je me suis trouvé, alors là, faut que ça reste entre nous, hein. C'est ici et maintenant, hein. Pas de divulgation, mais il m'est arrivé de me trouver, et je dirais pas le nom des compagnies, dans le cockpit de vols commerciaux, où le commandant de bord débonnaire m'avait dit bah, venez donc faire l'atterrissage avec nous. Et moi je dis bah, avec plaisir, et je montais comme ça fébrile dans le cockpit, je trouvais le siège juste à l'arrière des pilotes, je me sanglais et puis on faisait l'atterrissage avec toute la partie très technique de l'atterrissage. Et puis donc ça c'était voilà, je venais de Milan et j'atterrissais sur Paris, et comme le vol avait été très retardé pour une raison bête, c'est que donc c'était un équipage qui était attendu par le taxi à Milan et qui partait vers l'aéroport. Et un des membres d'équipage du taxi disait je ne reconnais pas trop, passe pas par là d'habitude. Et bref, je fais court, le taxi les dirigeait sur Linate alors qu'il fallait aller sur Malpensa, qui correspondent à Orly et Roissy. C'est pour ça que nous, on avait eu une demi-heure de retard. Je revenais d'un congrès, donc j'avais mes collègues qui étaient avec moi. Alors j'avais mon chef de service derrière moi. J'étais dans la place numéro 1 ou 2, et lui il était derrière moi avec un collègue, ils discutaient tous les deux, et puis vers la fin, il me voit appelé par un steward, il me voit entrer dans le cockpit, et puis ensuite l'avion s'était posé, et ils étaient descendus, ils ne m'ont jamais revu, ils se sont dit mais où est-ce qu'ils sont envolés, Daniel, il n'a pas sauté en parachute quand même. Bref, nous arrivons sur une des deux pistes de Roissy, et là, la contrôleuse du ciel leur dit vous êtes autorisés à faire une baïonnette. Et là, au lieu de prendre la piste de gauche, qui était loin des installations, ils ont fait un virage assez sec, puis un deuxième virage assez sec, pour se retrouver sur la piste de droite, et ce qui leur permettait de gagner du temps pour, une fois qu'ils étaient dans ce qu'on appelle le taxiing, c'est-à-dire pour rouler au sol, ben, ils évitaient de poireauter pour qu'une piste soit libre de tout décollage ou atterrissage. Et puis ils ont dit l'un à l'autre, ah ben, elle est vraiment sympa cette contrôleuse, il faudra passer pour lui faire un petit coucou et de la remercier. Hein. Bon, moi j'étais là, j'écoutais tout ça, aucun des passagers s'est rendu compte de rien. Hein. Et le décollage, ben, c'était, j'allais à Tokyo et c'était plutôt très sympathique, très débonnaire, et j'irai pas plus loin là-dessus. Donc, je vais... donc, c'est là... Ça, c'est la caméra. Oui, c'est ce que voient les auditeurs. Regarde, Marvel, t'es la vedette. Montre-toi. Ah là là. J'aime trop les animaux. Et j'irais presque tous. Et oui. Difficile de tous les aimer, hein, mais quand je vois une araignée dans une maison, je m'arrange pour l'attraper, pour la faire sortir. Pacifique. Ça lui sauve la vie. Disons que... Non, dans la maison, elle est peinarde. Elle fait sa toile, elle attrape les insectes. Mais quelqu'un de moins cool que moi... Dans les maisons où tu es invité, tu leur sauves leur vie, les araignées. Disons que si la maîtresse de maison n'aime pas trop les araignées, elle ne se pose pas trop de questions, quoi. Elle ne cherche pas à les attraper parce que c'est tout un art. Donc, paf, elle prend la tapette ou une vieille chaussure et paf, l'araignée, elle reste sur le mur. Mais bon, ça rejoint quand même aussi le sujet de l'émission du jour par rapport à tout ce qui vole, puisque les araignées, bon, je ne sais pas si ça vole ou c'est grâce justement... Non, dans certains films d'horreur... On aurait l'impression qu'ils volent, mais c'est une autre façon de voler qu'ils ont, eux. Les araignées sont tellement agiles sur leur fil de soie qu'elles peuvent donner cette impression. Oui. Elles se suspendent d'une branche à une autre pour construire les points d'appui de leur toile. Et alors, voilà, non, c'est Marvel qui nous a un petit peu dévié, mais c'est un tel plaisir. Alors, parmi les avions que je ne prends pas, mais que j'adore, qui me font battre le cœur, qui sont une émotion, ce sont des avions qui remontent à une histoire
pas très ancienne, hein, puisque on a eu Clément Ader d'abord, qui d'après mes calculs était le premier. Ensuite, il y a eu les frères Wright, qui étaient, d'après mes calculs, les seconds. Donc, la France a été first sur le coup, les États-Unis second. Bon, ensuite, eux ont dit, oui, mais nous, on avait un moteur qui nous a permis de vraiment aller de façon durable d'un point à un autre. Bon, une histoire sans fin. On connaît souvent le même conflit entre France et États-Unis. Et un jour, ah ben tiens, ce sera l'objet d'une chronique. Qui a inventé l'échographie critique? Moi, je dis calmement que c'est la France. Et on y reviendra. Et d'autres disent, ah ben non, c'est les États-Unis. On y reviendra calmement. Voilà, il faut que je le note avant d'oublier. Alors, les premiers avions, à part la Léole de Clément Ader, qui ressemblait tout à fait à une chauve-souris, il s'en était inspiré en ligne droite. Les premiers avions étaient biplans parce que les moteurs étaient faibles, donc il fallait 2 ailes. Eux, ils avaient 2 hélices qui se faisaient face. Bon, j'aime gentiment, mais j'aime les avions à partir du moment où ils ont un seul plan, c'est-à-dire les monoplans, et une hélice à 3 pales. Ça a l'air un peu technique, mais c'est une question d'esthétique. L'esthétique, c'est une émotion, on ne peut pas l'expliquer. Et donc, ça correspond un peu des années 1933-1935 aux années 1950. Les Warbirds, c'est-à-dire tous les avions qui ont connu la Deuxième Guerre mondiale, étaient tous sur ce type, à part le premier avion à réaction de l'histoire, qui était la Schwalbe, c'est-à-dire l'hirondelle en allemand, c'est-à-dire le Messerschmitt 262. Je recommence. Messerschmitt 262, qui n'avait pas la gueule des avions à réaction, c'est-à-dire les Mirage, les Rafales, tout ça. Et c'est vrai que je l'ai gardé dans le groupe de ceux qui me font vibrer d'émotion. Qu'ils soient alliés ou plutôt de l'Axe, je regarde la forme, c'est-à-dire qu'on va aimer un chat ou un chien parce que ce sont des animaux de compagnie, mais si on voit certains animaux comme des lions, les tigres, ce ne sont pas des amis, mais on est fasciné par leur beauté. Donc les Messerschmitt, les Heinkel, les Dornier, etc., je sais les apprécier aussi. Et il y a notamment, alors je ne sais pas si j'en ai parlé, c'est pour ça qu'il me faut les podcasts pour que je puisse savoir ce que j'ai dit, il faudra y penser. Mais je ne sais pas si j'avais parlé du Messerschmitt 110, qui était un bimoteur de la Deuxième Guerre mondiale, qui n'était pas terrible en tant que chasseur, mais qui a trouvé sa vocation en tant que chasseur de nuit, équipé d'un radar. Je l'ai vu à Londres, dans le musée de la Royal Air Force, équipé de son radar de nuit, qui est un Telefunken, qui s'appelle le radar Liechtenstein. Comme mon nom, hein, pas comme le pays entre la Suisse et l'Autriche. Liechtenstein, exactement comme moi. C'était juste assez amusant. Et alors c'est vrai que je vais dans les musées dès que je peux, surtout depuis que j'ai réalisé qu'un avion il peut pas voler très très loin, il faut aller sur place pour voir les avions de tel pays. Il faudrait que j'aille en Allemagne pour voir tout ce qui reste de la Luftwaffe, aux États-Unis pour voir des avions, des B-17, des B-24 qui ne pourraient pas voler jusqu'en Europe. Donc c'est à moi de me déplacer dans ces musées. J'étais dans le Dragon Rapide, c'est un de Havilland. J'étais dans un congrès à Cambridge. Je m'étais aperçu que Duxford, le célèbre Duxford, meeting aérien et musée, était à quelques encablures. Et donc dès que ma conférence était terminée, j'étais parti en taxi pour visiter ce musée étonnant où vous avez des B-29, enfin des choses vraiment comaques. Et il y avait des vols possibles sur le de Havilland de Dragon Rapide. Bon, c'était un petit peu cher, je me suis dit non, quand même pas. Hein. Je me suis éloigné de la zone. Puis ensuite, je me suis dit, mais quand est-ce que tu auras l'occasion de faire ça? Je suis retourné sur mes pas, et puis une petite folie, je me suis inscrit, et voilà, j'ai fait ce vol sur un avion de 1940. C'est pas mal.
Donc, de Havilland, Dragon Rapide. Dragon Rapide, hein, il avait un nom français, Oui, je ne sais pas pourquoi. Ouais. Ouais. J'ai eu le droit à des cadeaux, donc se référer à la chronique du dernier mardi du mois des cadeaux. J'étais dans des conférences où on m'a dit, Daniel, on a Eric Slott ou Olivier Axler, ils ont un avion et puis tu vas faire un petit tour avec eux. Je me suis retrouvé comme ça au-dessus d'une ville du Danemark en copilote et une autre fois au-dessus de Papeete carrément sur un Cheyenne. Et donc c'est plutôt sympathique. Les avions, c'est aussi ceux que j'ai eu le privilège dans ma longue vie de pouvoir piloter. Là, j'ouvre une page de ma vie, c'est que j'avais toujours le rêve de faire du pilotage, j'étais toujours arrêté par des facteurs très terre-à-terre. Tiens, c'est amusant de parler de terre-à-terre pour justement des objets volants. Et je m'étais fait plaisir, c'est-à-dire qu'à une certaine époque, j'avais appris le pilotage donc de la région parisienne. J'avais appris à faire toutes les manœuvres, les décollages, les procédures radio, les atterrissages. Un beau jour de 2002, mon instructeur me dit d'un air malicieux, après qu'on ait fait quelques vols, « Bon, eh ben, à ton tour maintenant, tu vas m'amener au centre à la tour de contrôle, et puis tu vas faire un lâcher. Il fait beau, il n'y a pas trop de vent, à toi de faire, mais tout seul, tu te débrouilles. » Et donc là, c'est ce qu'on appelle le lâcher. C'était en octobre 2002, et ça, c'est un moment qui marquera toujours la vie d'un pilote, c'est-à-dire, j'arrive sur le point d'arrêt. Je devais être un petit peu excité parce que le contrôleur m'a dit « Eh oh, vous n'êtes pas une Formule 1, hein, allez doucement sur la piste de décollage. » Je m'étais calmé. Le contrôleur ne savait pas du tout qui j'étais. Hein. Je ne sais pas si c'est un gars qui fait son millième vol relax ou c'est justement quelqu'un qui est complètement débutant. Je m'aligne. Donc je décline mon identité, mon but. Donc je dis Fox Novembre Hotel, vol solo, tour de piste. Et donc comme ça le contrôleur sait à qui il a affaire. C'est juste un tour de piste en solo, donc un petit jeune. Et j'entends les mots Fox Novembre Hotel autorisé à décoller. Et là, qu'est-ce que je fais? Comme je l'avais appris sur beaucoup de vols précédents ou avec 4 touchés, c'est-à-dire on atterrit et une fois qu'on s'est posé, on remet les gaz et on repart. Donc comme ça, on perd pas de temps, on perd pas d'énergie. Donc je mets les gaz à fond, le moteur se met à rugir, l'avion ne bouge pas. Il bouge un tout petit peu. Je vois tous mes cadrans qui s'allument en vert parce que le moteur est à fond. Aucun cadran n'est en rouge, donc ça veut dire que le moteur est sain, alors qu'on met tous les gaz. Et puis l'avion commence à avancer un petit peu sur cette piste qui était en herbe. Et donc il s'avance. V'là qui se met à tourner à gauche, à sortir de la piste. Alors, comme je savais ce que c'était simplement que l'hélice tourne d'un côté. Et donc forcément, il y a une asymétrie et l'avion est attiré vers la gauche. Pas de panique, je donne un coup de pied, une pression sur le palonnier, sur la droite. Et comme ça, l'avion reste dans sa trajectoire, sur la piste. Et parce que je l'avais fait plein de fois, donc je savais ce qu'il fallait faire. Et au bout d'un moment, l'avion devient léger, et je tire un petit peu le manche. Et nous voilà dans les airs, tout seul. Je regarde à ma droite, non, j'étais vraiment seul de chez seul. Et là, on fait ce qu'on a appris à faire, c'est-à-dire on monte, on fait sa transversale, on arrive à une certaine altitude, on fait la vente arrière, ça s'appelle comme ça, dans laquelle il y a 5 manœuvres à faire, avec les volets, la vitesse, la réchauffe-carbu, qui est un appareil qui permet de réchauffer le carburateur pour ne pas qu'il givre, parce que comme on est près du sol,
Si le carburateur givre, on tombe. Plouf. Et la base, qui est donc encore un virage, et puis ensuite la finale, et on se retrouve face à la piste. Et là, on fait des mouvements qui, quand on est très jeune, sont un peu désordonnés. Quand on prend un peu d'âge, qui sont plus matures. Et on arrive pile poil sur la piste. Et quand on voit les chevrons, on tire le manche. Et comme je l'avais appris jusqu'au ventre, c'est-à-dire que le manche doit me toucher le ventre, et là, je ne vois plus la piste, parce que l'avion cabre, mais on est dans la bonne direction. Donc ça, c'était mes émotions de pilote personnel. Voilà. Ça, c'était une de mes passions qui était vraiment assouvie. Oui, bah alors dans un prochain épisode, tu nous parleras peut-être de comment se sont passés les cours où tu as appris à piloter aussi. Ça peut être aussi une idée. En tout cas, c'est une question qui m'est venue à l'esprit lorsque voilà, tu as commencé à parler de cela avec nous. Je rappelle que sur Radio Ici et Maintenant, c'est le DMDM, donc dernier mardi du mois. C'est Daniel qui m'a parlé de ça, donc DMDM, c'est vraiment une bonne idée. Ça va plus vite. Ça va plus vite. N'oubliez pas, les gens, les auditeurs et auditrices, DMDM, le dernier mardi du mois avec le docteur Daniel Lichtenstein. Et là, nous parlons de tout ce qui vole. Daniel, eh bien, on te laisse poursuivre, évidemment. Alors, DMDM a été accepté par le SLAM, dont je suis président depuis un certain 1er avril, je ne sais plus de quelle année, c'est-à-dire section pour la limitation des acronymes en médecine. Section for the Limitation of Acronyms in Medicine. C'est pas un acronyme, c'est une abréviation, mais DMDM, ça ressemble à rien. Il y a certaines abréviations qui sont trop courtes et qui peuvent prêter à confusion énormément. AI, par exemple, ou IA dans l'autre langage, ça me convient pas, puisque déjà, on ne sait pas de quoi on parle. US, c'est le pire des acronymes. Quand je dis The US have saved the world, bon, on ne sait plus si c'est les États-Unis ou les ultrasons. Et donc, jamais je n'utilise ces termes. Et quand je suis en conférence, je précise bien, je prends quelques secondes pour essayer d'éveiller les consciences. Bon, donc bref, ne perdons pas de temps. Alors, on ne va pas évoquer, parce que je vois la petite aiguille là qui tourne. On se croirait en cabine de pilotage. Attention au fuel. Faut être vraiment dans les temps. Et donc oui, je parlerai de certains incidents ou plus qui ont marqué ma vie. Ça ferait presque l'objet d'une chronique. Alors, tout ce qui est non-avion, je ne vais pas parler des hélicoptères. J'étais 15 jours en Afrique où j'avais une expérience de l'hélicoptère, mais vraiment médicale, où là, on se retrouvait au-dessus du désert. On se posait sur une dune, enfin entre deux dunes, plus exactement, en attendant d'être appelé s'il y avait une urgence. Ça, c'est un truc qui est plutôt intéressant. Je vais dire 3 mots sur le planeur. Je regrette beaucoup, 3 mots, parce que ça a toujours été un rêve, mais jamais accompli. Mais une petite question, est-ce que c'est vrai que on ne peut pas devenir pilote si on est daltonien ? On passe un examen médical annuel, et c'est vrai qu'il vérifie la vision. Oui, oui. D'accord. Oui, ta notion est tout à fait correcte. Donc tout le monde ne peut pas avoir cette expérience de piloter, que ce soit un avion ou un hélicoptère. Il faut faire quelques tests médicaux, c'est bien ça. Voilà, ou alors on triche, c'est-à-dire que le médecin vous montre une image et vous dit quel chiffre vous voyez. Bah, vous sortez un chiffre au hasard et puis si c'est le bon, vous avez votre test médical. Mais l'idée n'est pas bonne. Restons honnêtes. Hein. Il y a une raison pour faire ça. D'accord. Et quelques mots sur le parapente, parce que tout le monde a volé dans ma famille, moi en avion et le reste en parapente. Et comme j'avais un enfant qui avait 11 ans, et qui ne devait pas voler normalement, il fallait attendre 14 ans parce que c'était l'âge minimal pour faire du parapente en solo, et puis c'était passé à 12 ans, et on avait calculé que
Mon cher fils aurait eu 11 ans et 11 mois, et la Fédération de vol libre nous avait donné dérogation. Et il est possible que mon fils ait été le plus jeune parapentiste, le plus jeune, puisque à 11 ans et 11 mois, il s'est retrouvé dans les airs, tout seul. Bon, je ferme la parenthèse, parce que je vois qu'on a beaucoup de choses à aborder. Alors, qu'est-ce qui vole, hein? C'est vrai, Morgane, tu m'as parlé des insectes, et il y a tout un monde, hein. Le monde des insectes, c'est quelque chose. Mais je vais plutôt parler par la force des choses des prédateurs des insectes, c'est-à-dire déjà les oiseaux. Au début, je pensais que les oiseaux se moquaient de nous. Quand je les voyais dans le ciel, je regardais toujours les oiseaux. Et quand je les observe bien et que je vois qu'ils batifolent, je me suis toujours dit, bon, ils nous montrent bien qu'eux, ils ont des ailes et pas nous. Parce que à quoi ça sert ? Sinon pour le plaisir de faire des loopings, d'enrouler les thermiques, de faire toutes ces figures acrobatiques. Et ensuite j'ai appris qu'ils chassent les insectes d'altitude. Bien. Et j'ai appris beaucoup de choses sur les oiseaux qui sont quand même des espèces fascinantes. Bon, ils n'ont pas de bras, et c'est vrai que nous sans bras, sans mains, on serait un peu perdus. Mais ils ont ces ailes qui leur permettent de faire des choses tout à fait inouïes. Et je les ai en affection. Une fois, j'étais en Inde, du côté de Agra, où j'avais vu dans le Taj Mahal, qui est le temple de l'amour, il me semble avoir dit déjà à ce micro, oui. J'avais vu le spectacle fascinant dans le temple même, au-dessus du fameux tombeau, des deux tombeaux, un couple de pigeons qui étaient là pour célébrer l'amour à leur façon. Donc c'était juste surréaliste. Et de Agra, je suis parti avec un petit groupe en direction de Jaipur, dans le Rajasthan, où il y avait un sanctuaire qui était un des plus grands sanctuaires des oiseaux. Un nom comme, pas kaléidoscope, mais un nom qui ressemble à ça. Kaelado ou Kaeladeo. Et alors on a des centres, bon en France vous allez en Camargue, c'est tout à fait incroyable. Mais là-bas c'était plus qu'incroyable parce que c'était des espèces d'oiseaux gigantesques qui volaient en bande, ils sont en liberté quoi, c'est pas un zoo. Ils sont là, ils y restent, ils sont bien, ils ont toute l'écologie pour être bien. Alors ces pigeons, je les observe toujours quand je suis à Paris. Je les observe avec intérêt et je vois comment ils vivent, leur technique de drague par exemple, que je trouve un peu pathétique parce que le mâle se gonfle et il court derrière une femelle qui court elle aussi. Et puis il court comme ça pendant des heures. Et puis je me dis, mais il va pas y arriver, hein. Et puis un beau jour, je me suis dit, mais si elle en a marre, bah elle sort ses ailes et puis elle décolle. Donc finalement, c'est un jeu. Et si les pigeons existent, ça veut dire que ils y arrivent au final. C'est pas fréquent, hein. Et c'est touchant parce que on les voit après l'acte, ils sont ensemble tous les deux, côte à côte. Ils ne disent rien, ou ils se caressent, ils se font des bécos, c'est-à-dire vraiment des bécos, hein. C'est pas le terme canadien pour baiser, ils se bec à bec. Et c'est touchant, et puis ils passent le bec sur la fourrure du partenaire, de la partenaire. C'est longtemps, comme ça ils peuvent rester une demi-heure. J'ai aussi remarqué que les pigeons ont toujours la même taille. Qu'importe. Ben non, pas qu'importe. Parce que ça veut dire qu'ils sont sur les toits de Paris, ou du monde entier, et ils commencent à voler, et puis un beau jour, ils volent complètement, ils s'aventurent dans les rues de la ville de Paris. Et nous, on voit des pigeons. Bon, il n'y a rien de plus banal, mais je me dis toujours, tiens, ceux-là, ils ont l'air tout neufs. Ça se trouve, c'est leur premier contact avec les hommes, avec la rue, avec les chiens. Ils doivent découvrir tout. Ça doit être assez fascinant.
Et quand c'était la pandémie, les pauvres, ils étaient perdus parce qu'il n'y avait plus personne pour leur donner à manger. C'était très étrange. Et donc, voilà, je m'arrange. Ça, c'est un vieux réflexe sûrement de grand-père à petit-fils. Il faudra que je raconte ça un jour. Ça, c'était le côté de mon amour pour les oiseaux qui sont tout un monde. J'ai un collègue qui est chef de service à Pompidou, à l'hôpital européen, et lui, c'est un petit peu le référent oiseau. Moi, on m'appelle le référent chauve-souris, c'est-à-dire que quand quelqu'un a une question sur les chauves-souris, on m'appelle, mais lui, quand j'ai une question, il sait tout. Il est chef de service quand même, mais voilà, c'est son truc, c'est sa passion. Et alors, il y a un oiseau particulier qui s'appelle le martinet à queue grise de Grey, voilà que j'ai oublié le mot, Grey-tail Swift. Et cet oiseau qui a été nommé l'oiseau de l'année il n'y a pas très longtemps est migrateur comme beaucoup d'oiseaux. C'est quand même extraordinaire d'être migrateur. On part d'un point à un autre, on est au-dessus du ciel, on traverse un océan, une mer Méditerranée, et on arrive dans des endroits qu'on a colonisés la saison précédente, et on revient à ces gîtes de la saison précédente. C'est faut que quelqu'un m'explique. Et le martinet, pour ce faire, migre et dort. Il ne se pose pas, hein, il dort tout en volant. Et il est muni d'une espèce de système d'écolocation. Et voici l'une des trois espèces animales, ou l'une des 4 espèces biologiques, si je compte l'être humain, c'est-à-dire je me compte dans l'espèce qui utilise des ultrasons, c'est un des 3 avec les cétacés, dont principalement les dauphins, mais bien d'autres, et les chauves-souris sont les 3 espèces à utiliser les ultrasons. Et donc voilà, le martinet à queue grise, c'est cette espèce un petit peu surprenante. Ouf, je vais prendre un petit verre, on peut peut-être faire une mini-pause. Tout à fait, on fait une petite pause et on se retrouve dans quelques instants pour la chronique Voyage dans les échos. Et nous continuons la chronique Voyage dans les échos que vous retrouvez sur Radio Ici et Maintenant tous les derniers mardis du mois à partir de 17h30 avec le docteur Daniel Lichtenstein. Nous parlons de ces fameuses choses qui volent comme les oiseaux mais aussi les avions. Au début, Daniel nous a parlé de ses aventures et expériences en ce qui concerne le vol dans les avions. Et peut-être qu'il serait intéressant de savoir si Daniel, il est arrivé d'avoir des incidents, des petits problèmes dans cet univers des avions. Alors, rien de grave, puisque je suis là, hein, bah oui. Vivant et muni de toutes mes fonctions. Mais il y a eu des moments un petit peu chauds. Alors, quand on prend autant de vols, forcément, il y a des moments où on tombe sur des incidents. Alors, l'incident, c'est que, par exemple, je suis avec ma patiente dans un pays très chaud, en ambulance. Et je sais que dans quelques minutes, on sera dans l'avion, dans le Boeing ou l'Airbus, confortable, au frais, et on va manger quelque chose. Et là, ça va être le bonheur absolu. Et là, on arrive donc sur le tarmac, puisqu'on est en ambulance, donc on va sur le tarmac. Et là, on voit le capot d'un des 4 moteurs ou des 2 moteurs ouvert, et des gens dessus. Donc, ça sent pas bon du tout. Ça veut dire que on vérifie ce qui se passe sur les moteurs, et ça peut durer des heures et des heures. Et effectivement, ça avait duré tellement de temps qu'on a eu des petits problèmes, notamment de l'oxygène, qui est la chose la plus précieuse quand on s'occupe d'un patient et qu'on doit gérer de façon très très claire quand on fait un rapatriement. Il faut toujours avoir de l'oxygène. L'oxygène de l'air ne suffit pas. Donc voilà, ça a été un moment un petit peu chaud.
ou une autre fois quand on devait décoller du Maroc à une température très élevée il y a quelques années. Et la commandante de bord nous a dit, tout le monde était dans l'avion, hein, bien attaché, prêt à décoller. Le moteur de gauche a calé quand je l'ai mis en marche. Nous allons tous sortir et régler ce problème. Alors, on n'a pas le choix, hein. On suit ce qu'a dit notre commandante. Et on s'est tous retrouvés, c'était amusant, dans cet aéroport. On avait tout le personnel de cabine et navigants, c'est-à-dire les pilotes, les copilotes et les stewards hôtesses, comme ça. Moi, j'étais avec mon patient et sa famille. On a tué le temps pendant 7 ou 8 heures, jusqu'à ce qu'on nous ait trouvé un autre avion. Bon, ça, oui. Ce qui fait que ça décalait tout, la mission, plein de choses. Mais c'était quand même basé sur le principe de sécurité. Par contre, une fois, il s'est passé quelque chose d'amusant. Je partais à Clermont-Ferrand. Alors vraiment, c'est pas l'aventure, hein, Clermont-Ferrand. Allez, une mission médicale, donc j'avais mon matériel. Et je fais court, l'avion à hélice, qui était centrable. C'est-à-dire qu'on nous avait dit, restez à vos places. On a calculé le poids pour que l'avion soit bien centré. Donc, bon, c'était pas un Boeing à 4 moteurs. Hein, il en avait 2 à hélice. Et on commence à décoller. Et on commence à être secoué un petit peu au décollage, de plus en plus. Puis on était un peu penché sur le côté gauche. Bon, je me disais, c'est peut-être normal, je sais pas. Et brutalement et violemment, on se retrouve tous expulsés vers l'avant. Alors on fait que quelques centimètres, puisqu'on avait la ceinture. Mais on n'aurait pas eu la ceinture, on se retrouvait à la porte du cockpit. Et c'est pour ça que le personnel veille à ce que tout le monde soit bien attaché. Et donc c'est ce qu'on appelle un arrêt décollage, c'est-à-dire le commandant de bord voit qu'il y a un gros problème et arrête très très vite avant que l'avion ne prenne la vitesse critique dans laquelle il n'aura jamais le temps de freiner, il va s'écraser au mur. Et là, il est obligé de décoller avec son problème. Et là, ça déclenche un processus. Il faut appeler tous les pompiers. Il faut que toute la piste soit couverte de neige carbonique. Enfin, et l'atterrissage peut se faire sur le ventre si le train d'atterrissage est défectueux ou des choses comme ça. Ce qui nous serait arrivé puisque ce n'est rien d'autre que le train gauche qui avait explosé, éclaté. Et on roulait sur les jantes métalliques. Et le contrôleur du ciel voyait une grande traînée d'étincelles ou même de flammes qui sortaient du moteur gauche. Et il avait dit au pilote interruption immédiate du vol ou quelque chose comme ça. Bon, on est tous sortis vivants, gentiment. J'ai eu le temps de demander au pilote ça vous arrive souvent des choses comme ça? Et il m'a répondu laconiquement ça peut arriver. Donc c'était la première fois. Donc on s'en était sorti vivant, j'ai dû prendre un nouveau plan de vol, on a tout décalé, je suis parti d'un autre aéroport sur un autre aéroport, enfin toute la logistique a été adaptée. Maintenant je vais parler d'un incident de vol qui s'est passé, on peut parler d'accident, puisqu'il s'agissait d'une sortie de piste longitudinale, c'est-à-dire l'avion par s'écraser contre le mur qui est devant, qui termine la piste. Et ces choses-là se passent quand une certaine loi, et je n'ai pas le nom du gars qui a créé cette loi, se trouve présente, c'est-à-dire l'aviation, ce sont 5 grosses plaques d'acier qui sont alignées l'une sur l'autre, mais chacune de ces plaques a un petit trou. Et l'accident peut arriver quand les 5 trous sont alignés. L'avion peut passer par ces 5 trous et un accident se passe quand il y a plusieurs facteurs. Et c'est exactement ce qui s'est passé ce jour-là, c'est-à-dire, et là c'est le seul vrai accident où je me suis retrouvé.
les 5 facteurs étaient... enfin, je suis obligé d'en parler. Disons que le pilote était pas du tout expérimenté. Le pilote, c'était moi. Et c'était mon premier vol navigation. Donc, quelque chose de tout à fait nouveau, où je devais atterrir dans une ville voisine. Et la piste ne faisait pas 900 mètres comme à Saint-Cyr-l'École, mais 700 mètres dreux. Ah oui. Déjà, donc, premier facteur, n'était pas aussi longue. Deuxièmement, c'était un 30 décembre. Et l'herbe qui était sèche à Saint-Cyr-l'École était un petit peu verglacée ou glissante à Dreux. Troisième facteur, j'avais mal calculé les angles parce que à Saint-Cyr, il y a un derrick et j'ai toujours entendu pour faire ton avant-dernier virage, tu t'enroules autour du derrick. Mais, quelle discrétion, mais j'aurais bien aimé qu'on me dise, tu tournes quand la piste est à 45 degrés derrière toi, à condition qu'il y ait 0 vent. Bon, on ne me l'avait pas dit, ce qui fait que je me retrouvais face à la piste et trop rapide. J'étais à 70 nœuds, alors qu'il en fallait 60. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On remet les gaz, et puis on refait un tour de piste, et puis on essaye de corriger la faute. Et comme j'étais un petit peu jeune, je ne la corrigeais pas assez. Et j'ai remis les gaz une deuxième fois et une troisième fois. Donc là, quand on a fait 3 tentatives, il arrive un autre facteur qui est qu'on se dit, bon allez, il y en a marre, maintenant il faut que tu atterrisses, le facteur humain. Alors, est-ce que je les ai tous faits ? Donc, l'inexpérience, un aérodrome plus court, la rosée ou le givre, le facteur humain, j'en oublie peut-être un, mais... Et il n'y avait pas de tour de contrôle dans cet aéroport, voilà, aérodrome. Et à la fin, je me disais, voilà, t'as tes 60 nœuds, voilà, tu te poses, sauf que j'avais mangé du terrain. Et je me pose, tout content. Ah, ça y est, bon, je vois le mur au loin, là, bon, je me dis, allez, tu freines, et je freine. Et l'avion, avec un grand sourire, continue sur sa lancée, et ne freine absolument pas. Il me fait du patinage. Et là, je me dis, oulala, ça patine, oulala, qu'est-ce que je fais ? Je me dis, bon, tu remets les gaz. Mais je me disais, mais si je remets les gaz, je vais commencer à décoller, heurter le mur, et là, je vais faire un culbutage, là, je casse l'avion, et moi avec. Et donc, à un moment, arrive l'inéluctable idée que j'allais me payer le mur. À ce moment-là, je me retrouve face avec moi-même, puisqu'il n'y avait personne d'autre, et quand on est face à ça, on se connaît mieux parce que je me suis aperçu que j'avais absolument pas peur. C'est pas la peur qui m'a envahi, c'était la honte. Je me suis dit, c'est ta première navigation, tout s'est très bien passé et tu vas casser leur avion. Tu vas casser l'avion. C'est à ça que j'ai pensé. Alors, finalement, comme je suis toujours vivant pour le raconter, au dernier moment, je me suis dit, bon, il faut quand même que tu fasses quelque chose. J'ai appuyé de toute ma force sur le palonnier droit et l'avion s'est présenté sur le côté, ce qu'il a un petit peu freiné, et il est arrivé, entre guillemets, un petit peu mollement sur le mur, qui était plutôt doux, c'était plutôt du végétal que du béton. Mais je ne le savais pas au départ. Et l'hélice s'est immédiatement arrêtée. Et là, bon, les dégâts étaient le carénage d'une des roues qui avait éclaté. Ça a été corrigé avec du Kraft, cette espèce de ruban adhésif qu'on prend quand on déménage. Ça a une couleur brune. Il y avait un petit point sur l'hélice inférieure et un autre en face sur l'hélice supérieure. Et bon, j'ai appelé mon instructeur, je lui ai dit, voilà, j'ai peut-être cassé l'avion, je sais pas, il est pas trop mal. Et il s'appelait Franck, il m'a dit, est-ce que tu te sens de revenir à la base ? Je lui ai dit,
Ah ben si tu m'autorises, plutôt que de prendre le train et de rentrer avec la tête basse, ah ben oui, ah ben oui. Et là, bon, je me suis réaligné. Il y avait des gens de l'aérodrome qui m'avaient aidé à remettre l'avion un petit peu sur des... parce qu'il était il était plus sur la piste. Et là, j'ai repris mon avion et je suis retourné à Saint-Cyr où là, j'ai fait un atterrissage, pardon, sans surprise. Bon, rétrospectivement, est-ce que je le referai encore? Je regarde l'heure qui passe. Il reste 2 minutes et je voulais simplement prévenir que je voulais surtout parler, parmi les choses qui volent, de mon animal fétiche, de mon symbole absolu, qui est la chauve-souris, et où il y aurait beaucoup de choses à dire. Et on racontera peut-être des choses, peut-être que c'est toi qui vas parler, mais là, ça mérite une autre chronique. Je pensais pas que il y aurait tant à dire sur ces fameuses choses volantes, sans parler, on n'a même pas parlé des soucoupes volantes, qui est quand même... Et oui, au début on disait que 30 minutes ça ne suffit pas, maintenant je trouve qu'une heure c'est pas assez. Voilà, Daniel, on est content de t'avoir encore avec nous pour un certain moment pour Voyage dans les échos tous les derniers mardis du mois. Une autre chronique. Voilà, super. Est-ce que tu voulais rajouter autre chose? Je pense qu'on a bien introduit le sujet. Et le vol, hein, c'est la 4e dimension. C'est quelque chose qui me fascine depuis toujours. Je pensais que je me lasserais une fois adulte, mais c'est pas vrai. Eh bien, merci de nous avoir fait voyager, Daniel, pour ta chronique Voyage dans les échos. On se retrouve le dernier mardi du mois de avril. Ce sera le 30 avril à partir de 17h30 sur Radio Ici et Maintenant. À bientôt. Merci pour votre écoute. Merci Morgane et merci à Marvel qui a été tellement sage. Oui, bravo, je suis fière d'elle. Merci Marvel aussi. Au revoir.